Merci, monsieur le rapporteur général. Alors, deux demandes de parole. Monsieur de Courson, puis madame Rabault. Oui, monsieur le ministre, ce n'est qu'une petite somme de 300 millions, hein, c'est rien du tout. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est cette affaire de conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public entre une filiale de la banque HSBC et le parquet national financier? S'agit-il de ces banques ou de filiales de grandes banques qui avaient organisé la fraude fiscale de leurs éminents clients, voire avaient démarché même les dits clients pour monter cela? Et s'il était le cas, vous pensez que du point de vue de l'éthique publique, c'est une bonne solution de passer une convention judiciaire? Quelle image on donne? Ça veut dire que la lutte contre la fraude, ça se finit entre quatre yeux. Ouais. C'est tout le problème aussi du verrou de Bercy. Donc vous, quelle est votre position en tant que représentant du gouvernement sur cette éthique? Et pourquoi 300 millions? Ils ont entraîné combien de pertes, cette fraude fiscale, y compris les intérêts de retard? Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi le gouvernement a accepté cette convention judiciaire? Une convention. Vous voyez bien le problème de fond. Et quelle image on donne? Merci, monsieur le député. Madame Rabault. Merci, madame la présidente. J'avais exactement la même question que monsieur de Courson. Alors, je ne vais peut-être pas m'étendre sur le sujet, mais effectivement, il y a dû y avoir un plaidé coupable dans cette affaire qui a dû récemment enfin, en tout cas, ça a dû être signé récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi est-ce que ça arrive comme ça alors pas par amendement, mais le gouvernement n'a pas trop communiqué sur cette question-là, à ma connaissance, ou alors j'ai mal lu la communication du gouvernement. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions, monsieur le ministre? Merci, madame la députée. Monsieur Coquerel. Oui, j'ai une question, sauf que je peux répondre en partie à Valérie Rabault, parce qu'il y a eu des cocoricots. On a eu un communiqué absolument extraordinaire nous disant victoire, cette première convention judiciaire. Donc ça veut dire qu'éventuellement, c'est celle qui vaudra exemple pour les suivantes. Et effectivement, c'est le fait de récupérer 300 millions d'euros sur 1,6 million d'euros de tricherie. Bon, et encore, quand je dis le mot tricherie, 1,6 milliard, pardon. Merci Charles. Et quand je dis tricherie, je suis gentil, parce qu'en réalité, c'est un vol organisé. C'est un blanchiment, c'est de ça dont il s'agit. Tout à l'heure, j'ai dit dans mon intervention qu'en 2012, les États-Unis d'Amérique, sur la même banque, d'accord, ont menacé la banque de ne plus avoir de licence et ils ont été récupérer absolument tout l'argent qu'elle avait blanchi, soit 1,9 milliard. Et nous, on est content de récupérer 300 millions et non seulement on lui laisse le reste, mais on lui laisse continuer ses activités en France comme si rien n'était. Bon, tout ça, on dit long sur... Alors, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, cette invention de convention judiciaire venait du précédent gouvernement. Hein, donc, chacun a ses responsabilités. Mais tout ça en dit long sur, j'allais dire, la volonté que l'on a pour lutter réellement contre la fraude fiscale. HSBC, ce sont des voleurs et on les récompense en ne leur prenant qu'une taxe et en leur laissant la suite. C'est véritablement quelque chose qui n'est qu'une manœuvre, celle de l'encouragement à continuer. Merci, monsieur le député. Madame de Montchalin. Oui, je voulais juste rappeler le contexte. La loi Sapin II, connue donc de 2016, a ouvert la possibilité d'avoir, dans certains cas, dans des cas donc de blanchiment et de fraude fiscale, des règlements entre les parties à partir du moment où l'une des parties plaidait coupable. Nous sommes ici dans la pure application de la loi. Effectivement, les choses ont été annoncées mi-novembre et nous sommes donc en train de régulariser, suite à une possibilité ouverte, je le répète, par la loi Sapin II fin 2016, un contentieux entre l'État et HSBC. Si certains ici trouvent que ce mécanisme ne fonctionne pas, eh bien, j'imagine que nous pourrons réétudier les opportunités ou pas ouvertes par cette loi. À ce stade, je ne propose rien, je dis juste que c'est la loi et donc s'offusquer ce soir du fait que 300 millions rentrent dans les caisses par ce mécanisme, ce n'est pas... Oui, c'est 14 novembre que c'est public. Maintenant, c'est une possibilité de la loi. Si la loi ne nous convient pas, nous ne pouvons pas ne pas l'appliquer, nous pouvons la changer. Et si vous voulez proposer une proposition de loi en ce sens, nous pourrons l'étudier lors d'une prochaine niche à votre égard.
Monsieur le ministre, s'il vous plaît, chers collègues, monsieur le ministre, on termine les prises de parole et vous répondez ensuite. Donc, monsieur Roussel, puis madame Dalloz, et monsieur le ministre répondra. Oui. Oui, encore une fois, on est dans ces scandales financiers qui émaillent notre actualité. Dans le même registre, je rappelle qu'il y a le scandale UBS, où la banque suisse a démarché des milliardaires pendant des années. La justice française a estimé entre 10 à 12 milliards le montant de la fraude, de l'évasion fiscale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le parquet national financier a essayé, là aussi, est en train de négocier avec UBS pour savoir quelle part, quel montant il réglerait. Et combien de temps ça va durer cette histoire? Et là, avec HSBC, c'est exactement la même chose. On a vécu la même chose aussi avec McDonald's, qui a échappé pour un montant de 1,3 milliard d'euros d'impôts. Ce sont les syndicats qui ont demandé comment ça se fait qu'ils n'avaient jamais leur part du bénéfice dans leurs primes et dans leur salaire. La direction de McDonald's a dit, mais il n'y a pas de bénéfice. On ne réalise pas de bénéfice en France. En fait, le parti du bénéfice était détourné à l'étranger. Il a fallu qu'il porte plainte. McDonald's a été reconnu coupable pour un peu plus d'1 milliard d'euros. Il a négocié avec le parquet national financier et au final, je crois qu'il a payé entre 300 et 400 millions d'euros. Au final, ils sont toujours gagnants. Toujours. Et donc, on les incitera toujours à frauder. C'est la raison pour laquelle nous devons être d'une extrême sévérité. Il n'y a pas aujourd'hui un seul fraudeur fiscal en prison. Ils ont tous réussi à négocier ou à payer quelques amendes, mais ils provisionnent pour ça. C'est bien la raison pour laquelle on doit être d'une extrême sévérité qu'on ne doit pas payer. Merci, monsieur le député. Madame Dalloz. Merci, Madame la Présidente. En fait, on a tous compris que l'État A, c'était bien la régularisation des deux amendements du gouvernement, celui de 27 millions au profit du CNDS et puis celui des 339 millions pour, 39 millions pour la FIPT. Comment, pour Ecomove, oui, pour solder Ecomove, comment on finance ça? Bien, effectivement, il fallait bien trouver une recette pour ne pas dégrader le solde plus encore. Et la réalité, c'est que la recette, elle a été trouvée dans le cadre d'une convention passée avec HSBC. Madame Montchana nous dit c'est la loi. Non, la loi Sapin 2 a effectivement donné la possibilité de traiter ces affaires-là par convention. Ça, c'est ce que dit la loi. Mais en aucun cas, elle a défini un cadre de la négociation. C'est vraiment Bercy. Et le verrou de Bercy, comme le disait très bien monsieur de Courson, mon collègue de Courson, c'est le verrou de Bercy qui, en direct, a négocié avec HSBC. Alors, on peut considérer que 300 millions, ce n'est pas suffisant. Le gouvernement a dû prendre cette manne financière en se disant que ça va permettre de financer deux lignes qui sont nécessaires à boucler. D'ailleurs, je signale au passage que ces deux amendements-là avait été discuté dans le cadre de l'amendement du CNDS avait été adopté par la Commission. Il a été rectifié, les amendements ont été retirés parce que le gouvernement a trouvé un autre financement. Mais concernant la FIPT, les amendements ont été rejetés par la Commission parce qu'ils venaient du groupe Nouvelle Gauche. S'ils étaient venus du groupe En Marche, vous les auriez retirés aujourd'hui pour que le gouvernement mette en place son propre financement. C'est ça la réalité aujourd'hui de ce Parlement et c'est franchement dommage. Merci Madame la députée. Alors, sur le vote de l'amendement 575, je suis saisie par le groupe de la gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente pour apporter quelques réponses aux demandes de précision. Cela a été rappelé par Madame de Montchalin tout à l'heure. Nous sommes dans le cadre de l'application de la loi Sapin 2 sur la transparence et la lutte contre la fraude fiscale. La réalité de cette affaire, et j'espère que ça va pouvoir rassurer Madame Dalloz, c'est que nous ne sommes pas dans une application de ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy intervient lorsqu'il n'y a pas de mise en examen, lorsqu'il n'y a pas de poursuite pénale et que l'administration fiscale traite avec un contribuable que l'on va qualifier au minimum en situation délicate pour trouver un accord. Dans le cas présent, l'établissement bancaire faisait l'objet de poursuites pour blanchiment de fraude fiscale. Les procédures pénales étaient ouvertes.
il y avait une mise en examen et dans le cadre de l'application de la loi Sapin II, cet établissement bancaire a fait le choix de plaider coupable comme le prévoit la loi Sapin II. Cela ouvre la voie à la conclusion d'une convention non pas discutée entre les services du ministère des Finances et le contribuable indélicat, en l'occurrence la personne morale indélicate, mais entre le parquet national financier, créé il y a quelques années, lui-même heureusement et évidemment indépendant, et le gouvernement, comme les administrations de l'État, ne sont pas liés et ne participent pas à la discussion entre le parquet national financier et la personne morale. Cette convention a été conclue par le parquet national financier à hauteur de 300 millions d'euros qui intègrent les recettes de l'État. Il faut ajouter une dernière précision, c'est que nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas laisser dire que les 300 millions d'amendes payés par cette filiale de la banque HSBC sont un solde de tout compte pour la fraude fiscale. Il s'agit d'une amende que la filiale bancaire en question va régler à l'État, reconnaissant ainsi avoir participé à une opération frauduleuse, mais en aucun cas cela ne suspend les poursuites intentées par la justice française contre les contribuables, personnes privées ou personnes morales, qui ont bénéficié du système de fraude fiscale. C'est uniquement l'établissement bancaire, pour sa participation à l'entreprise de blanchiment qui est condamné à hauteur de 300 millions d'euros. Les individus, les ménages, les personnes morales qui auraient profité de ce système pour eux-mêmes se prêter à la fraude fiscale sont toujours exposés à des poursuites. Et donc, il n'y a pas solde de tout compte de l'affaire par les 300 millions. C'est uniquement la condamnation de la banque qui était poursuivie pour blanchiment. Merci, Monsieur le Ministre. Comme le temps réglementaire n'est pas épuisé, Monsieur de Courson. Monsieur le Ministre, ces banques, c'est elles qui ont organisé la fraude fiscale. Elles démarchaient les grosses fortunes françaises pour monter les systèmes de fraude fiscale. Et d'ailleurs, l'accusation de complicité de blanchiment de fraude fiscale, elle a été reconnue, puisqu'ils ont reconnu. Oui. Eh bien, tant que vous n'aurez pas sanctionné soit la méthode américaine qui vont jusqu'à la suppression de la licence, c'est comme ça qu'on a obtenu des Suisses la transparence. C'est grâce aux Américains qui ont dit, si vous ne nous livrez pas pour les citoyens américains, les sommes non déclarées en Suisse, interdiction, on vous retire votre licence aux États-Unis. Toutes les banques suisses étaient mortes. Elles sont allées voir le gouvernement fédéral en le suppliant de faire voter une loi qui supprimait le secret bancaire suisse. Et les députés ont été obligés, sous la pression des banques, de le faire. Voilà comment on a obtenu. Eh bien, c'est la même chose en l'espèce. Parce qu'on encourage la canaille. Je dis bien la canaille. Et je suis un homme de droite modérée. Oui, oui, mes chers amis. Quelles sont les banques qui n'ont pas fait cela? Vous en connaissez beaucoup, Monsieur le Ministre? Il y a plusieurs contentieux en cours. Donc, quelle image on donne d'un État qui prétend, gouvernement après gouvernement, de lutter contre la fraude et qui accepte ce genre de procédure? Dans ce genre de procédure, on devrait refuser la Convention et de donner des instructions au parquet national financier en disant, dans ces cas-là, pas de convention judiciaire. On va jusqu'au bout. Vous nous Merci, dites, monsieur le député. Vous nous dites, il reste les contribuables. Bah, bien sûr, monsieur le ministre, ils ne vont pas être innocentés. Les contribuables, ils sont aussi responsables d'avoir accepté. Mais c'est quand même la banque qui a monté cela. Bien, merci, monsieur le député. Je vais mettre aux voix, donc nous allons procéder au scrutin. L'amendement 575, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 62, exprimé 60, majorité 31, pour 39, contre 21. L'amendement